Europe Matin, Patrick Cohen. Le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Attention, retraités en colère, ils manifestent aujourd'hui contre le budget et les mesures qui les concernent. Les autres titres, Jean-Philippe. Attention aussi, bientôt plus de primes pour les vélos électriques. On le verra, la formule est victime de son succès. Infiltré dans les lycées, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Révélation à suivre, ce sera l'enquête du 8h. On l'a appris cette nuit, la disparition du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, avait 91 ans. Et puis le message du PSG à l'Europe du football, 3-0, boum, contre le Bayern Munich. Ce budget n'aurait-il pas rêvé de le porter? Éric Woerth, le président de la commission des finances de l'Assemblée, député Les Républicains de l'Oise, sera notre invité à 8h15. Ils manifestent rarement, discrètement, mais vous allez peut-être les voir dans la rue aujourd'hui. Les retraités sont en colère. Des défilés dans plusieurs villes de France. À Paris, ce sera place de l'Opéra en début d'après-midi. Les retraités qu'on présente comme les grands perdants du budget, avec une hausse de la CSG sans réelle contrepartie. Elle concerne 6 retraités sur 10, cette hausse, ce qui touche plus de 1 200 € par mois et qui sont inquiets ce matin. Reportage François Geffrier. Elle a 77 ans et lui 80. Henriette et Étienne se tiennent la main en sortant de l'hôpital où ils rendaient visite à un ami. Ils sont bien au courant de la baisse de leurs revenus en 2018. 50 € par mois, on s'y attendait pas, un truc pareil. Ils disent que ça va être compensé par la baisse de la taxe d'habitation. Ça sera en 2020. En 2020. Tout de suite. Mais nous, on nous prendra tout de suite. Ah ben oui. Les retraités, c'est une cible facile selon Geneviève qui touche 1 250 € par mois. On a l'impression que les retraités, ils ont tous beaucoup d'argent parce que bien les retraités, évidemment, on voyage, on a ceci, on cela. Et bien, il y en a qui n'ont pas suffisamment. Raymonde est du même avis, 92 ans, ancienne fonctionnaire. Elle trouve aussi qu'on s'en prend toujours au même. Ah oui, attendez, les économies, elles sont toujours pour les petits. Moi, je suis contente parce que, à mon âge, je ne vais pas vivre longtemps. Mais je plains beaucoup mes enfants. Comment voulez-vous qu'on soit optimiste aujourd'hui? Ils en ont marre de nous, les vieux, il faudrait nous enterrer. Mais non, qu'à nous donner une piqûre, allez, hop. Et malgré sa colère, elle ne va pas manifester aujourd'hui. Ah non, on ne peut plus marcher. J'en ai fait des manifs, j'adorais ça. Mais là, je ne vais pas y aller. On ne peut pas avec une canne. Une manifestation qui sera pourtant assez courte, de l'aveu même des organisateurs, quelques centaines de mètres, un parcours adapté pour les retraités. François Geffrier, c'est aujourd'hui que le gouvernement présente son projet de budget pour la sécurité sociale. On retiendra notamment l'augmentation du prix du tabac avec un paquet à 10 € en 2020. Également la hausse du forfait du séjour à l'hôpital qui doit passer de 18 à 20 €. Une information Europe 1 présent la fin annoncée de la prime pour les vélos électriques. Oui, manifestement victime de son succès, 150 000 demandes à la mi-septembre alors qu'elle n'a été mise en place qu'au mois de mars dernier. Une prime qui peut aller jusqu'à 200 €. Il faut dire que le marché a explosé ces dernières années. 134 000 vélos électriques vendus en 2016. Aujourd'hui, un décret dans le projet de loi de finances suscite donc l'inquiétude des professionnels. Écoutez Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, un syndicat qui regroupe les professionnels du secteur. Ce matin, il est déçu, très déçu. C'est même plus qu'une déception, on pourrait parler même de colère parce que cette prime pour les vélos assistance électrique était un véritable succès. Elle répond directement à tout un tas d'engagements politiques pris par le président de la République, notamment en ce qui concerne l'environnement, la mobilité et les transports. Vous savez qu'il y a eu les assises de la mobilité très récemment. Et donc on ne comprend vraiment pas pourquoi cette prime, contrairement aux autres bonus écologique pour la voiture ou le scooter, pourquoi celle du vélo électrique serait supprimée. Propos recueillis par Corinne Boulou. Europe 1, 8h04. Du gagnant-gagnant, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron présente l'accord entre la France et l'Italie sur le dossier STX. Les chantiers navals et leur reprise par l'italien Fincantieri à 50%, plus 1% prêté par l'État français pour créer à terme un champion mondial dans le naval. C'est ce qu'affirment les deux parties. N'empêche, après Alstom contrôlé par les Allemands, on en viendrait presque à penser que c'est toute l'industrie française qui s'en va. Et pourtant, bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, attention au trompe-l'œil, il y a une autre réalité. Vous nous dites ce matin que la France ne perd plus d'usines. Oui, voilà, une étude de l'observatoire Trendéo publiée aujourd'hui montre que depuis le début de l'année, il y a eu précisément 87 créations d'usines pour 61 fermetures. Le solde est donc positif et ce, pour la première fois depuis la crise de 2008-2009. Alors évidemment, si on prend un peu plus de recul, l'image est moins rose parce que depuis 2009, le solde est fortement négatif. La France a perdu en net 600 usines. Non, là, clairement, on n'a pas effacé les effets de la crise de 2008. Alors voilà, la crise a fait un trou, en quelque sorte, dans notre tissu industriel. Ce trou n'a pas encore été comblé. Je vous donne un exemple très frappant. On voit en ce moment que le secteur automobile se porte mieux, les ventes repartent. Eh bien, en réalité,
nous n'avons pas retrouvé le niveau d'avant-crise en termes de production. L'an dernier, PSA, Renault, Toyota et Smart qui produisent sur le sol national ont produit 2 millions de voitures. En 2007, les mêmes en avaient produit 3 millions. Tout le défi français aujourd'hui, c'est de combler ce trou dans notre tissu industriel. Il fallait stopper l'hémorragie. Alors on peut penser que c'est fait avec ce chiffre de création d'usines. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Maintenant, il faut réindustrialiser, ce qui veut dire encore des efforts sur les coûts, sur les produits, la montée en gamme, la recherche. Ce sera nécessaire, mais c'est long. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Pour elle, il n'hésite pas à bousculer son agenda. Emmanuel Macron va rencontrer Angela Merkel ce soir en Estonie, un tête-à-tête à la veille d'un sommet consacré au numérique. Ce n'était pas forcément prévu, mais pour le président, c'est une priorité. C'est la chancelière qui a souhaité le voir, dit-il. Les sujets de conversation ne devraient pas manquer après les législatives en Allemagne. Emmanuel Macron s'en va, mais son Premier ministre reste, Édouard Philippe, invité ce soir de l'émission politique de France 2, avec comme point d'orgue annoncé un face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon à la télé, également dans les lycées. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maxence Rambrec. Bonjour. La France insoumise s'intéresse aux jeunes, ça on le sait, mais vous nous faites une révélation ce matin. Les insoumis ont infiltré plusieurs dizaines de lycées et quasiment toutes les universités en France. Bon, on est bien d'accord, s'immiscer dans les établissements scolaires, c'est interdit. Évidemment, la moindre association politique y est interdite. C'est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Les insoumis flirtent avec cette règle car ce ne sont pas des associations qu'ils ont montées dans les lycées, mais des groupes d'appui sans valeur juridique, quelques amis qui diffusent la bonne parole de Jean-Luc Mélenchon, à l'image de Solal, 17 ans, en classe de terminale d'un lycée parisien. La politique n'est pas supposée rentrer dans le lycée, mais ça a été important, les groupes d'appui pour la mobilisation de samedi dernier. Moi, ça m'a permis de proposer à des gens donc de mon lycée qui s'étaient inscrits à ce groupe d'appui de venir organiser avec moi pour coller des affiches, décorer, etc. Des activités militantes financées par la France Insoumise. Le mouvement distribue gratuitement aux lycéens tracts, affiches, autocollants, plus les argumentaires officiels. Et certains ont réussi à se faire élire délégués de classe pour accentuer leur influence. Mais pour bien comprendre, Maxence, on parle d'un épiphénomène ou d'une stratégie de grande ampleur? Alors pour l'instant, il y a des groupes d'insoumis dans presque toutes les universités et dans une 50aine de grands lycées. Il y en a à Besançon, La Rochelle, Perpignan, suffisamment pour qu'un membre du gouvernement s'en inquiète en privé. Car l'objectif qui se cache derrière, le voici avec le député insoumis Éric Coquerel. Dès lors qu'un mouvement de jeunesse se met dans la rue, se met en mobilisation, on l'a vu avec le CPE par exemple, ça change la donne. Tout gouvernement craint à un moment donné que des mouvements de jeunes se mobilisent par leur nom, par leur force. Et c'est ce qu'on espère qu'il va se passer dans les semaines à venir, on le dit clairement. Voilà le projet, avoir partout des relais pour agiter la jeunesse, embraser les lycées et les facs. Difficile après de croire que tous ces groupes se sont créés de manière spontanée, comme l'affirment les insoumis. Mais concrètement, ça se passe comment dans les lycées, les universités? Ils sont bien accueillis, les insoumis? Non, il y a de la résistance. Les syndicats lycéens et étudiants ont peur de se faire doubler. Écoutez Alexandre Leroy, l'ex-président de la FAGE. Je pense que l'intérêt des insoumis ici, mais comme des autres dans l'histoire finalement, c'est plus de se dire comment je m'adresse à une population abstentionniste et en même temps comment j'alimente ma machine militante. Il y a une hypocrisie dans la démarche et je pense que c'est sûrement la faille qui fait que ça ne fonctionnera pas. Peut-être, mais en attendant, les insoumis comptent déjà 120 groupes d'appui, lycéens et étudiants en France. Et la suite du journal, Jean-Philippe Ballas, avec des handicapés qui ont du mal à faire respecter leurs droits. Oui, on évoque souvent les problèmes d'accès dans les transports ou les bâtiments publics. On parle moins de la difficulté à porter plainte au commissariat, tout simplement. La justice et le handicap, le sujet d'un rapport qui sera présenté ce soir au Sénat. Et pour bien comprendre les enjeux, cette illustration édifiante avec un chef d'entreprise aveugle rencontré par Maud Descamps. 3 ans après, Julien se souvient dans les moindres détails de cette journée de 2014 devant les prud'hommes. Ce chef d'entreprise non-voyant était venu régler un litige avec un employé, mais au moment où il franchit la porte de la salle d'audience, le cauchemar commence. On rentre dans une salle dans laquelle on n'a absolument aucun repère. Donc le juge est placé à un certain endroit, la partie adverse à un autre endroit, le greffier encore à un autre endroit. Et c'est quand on entend la voix de chaque intervenant qu'on se rend compte qu'il est installé à tel ou à tel endroit. Et ça laisse peu de temps pour comprendre ce qui se passe, donc on a peu de temps pour s'adapter et pour argumenter dans des conditions optimum, c'est difficile. De peur d'être déstabilisés, beaucoup de personnes handicapées renoncent à leurs droits. Et le comportement des professionnels de justice n'est pas toujours encourageant, selon Julien. Les professionnels de la justice sont d'abord étonnés eux-mêmes de voir une personne non-voyante qui va venir se défendre. Je vois bien que la première chose, c'est un malaise
de sentir une personne handicapée en face d'eux. Plusieurs écoles de magistrats, huissiers ou encore avocats se sont saisis du sujet et réfléchissent à former leurs élèves aux questions du handicap. Reportage signé Maud Descamps. Enfin, un premier accès humanitaire en Birmanie. Des responsables des Nations Unies vont pouvoir se rendre dans la région où ont été chassés les Rohingyas, cette communauté musulmane réfugiée au Bangladesh. Un premier pas donc, alors qu'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité est prévue aujourd'hui à New York. Et puis cette histoire dans laquelle Europe 1 joue un rôle. Une victime de l'ouragan Irma vient de retrouver sa famille grâce à un reportage que nous avions diffusé au moment de la catastrophe. Une Américaine de Floride qui avait cherché des informations partout sur Internet. La correspondance de Xavier Yvon. Quelques heures avant l'ouragan, Bonnie Rodriguez reçoit des nouvelles de son père. Il indique la position de son bateau à Saint-Martin et il promet de rappeler une fois le cyclone passé. Puis, plus rien. Depuis chez elle en Floride, cette infirmière de 44 ans se met alors à chercher des informations partout. Elle finit par tomber sur l'article d'Europe 1 à propos de Nayset, sa demi-sœur, et de leur père. Bonnie y apprend la mort de son père. Des amis français l'aident à commencer les démarches. C'est Franz Jérôme qui s'occupe de contacter les autorités françaises. Grâce à votre article, on a pu retrouver cette jeune fille. Ça a fonctionné, c'est extraordinaire. Bonnie arrive à localiser le corps de son père à la morgue et elle a pu enfin parler à Nayset lundi par téléphone. Comme leur père était américain, Nayset devrait pouvoir récupérer un passeport et venir aux États-Unis. Les deux sœurs ne se sont jamais rencontrées, mais Bonnie est prête à accueillir Nayset si elle le souhaite. Pour le moment, Bonnie lui a demandé sa taille pour pouvoir lui envoyer des vêtements sur l'île dès que cela sera possible. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Xavier Yvon qui avait été notre envoyé spécial à Saint-Martin. On l'a appris cette nuit, la disparition d'un personnage, le fondateur de Playboy, Hugh Hefner. Il avait 91 ans. Hefner célèbre pour ses robes de chambre et son manoir dans lequel il vivait entouré de playmates. En tout cas, c'est ce qu'on voyait sur les photos. Il avait créé le magazine Playboy en 1953, Aude Vernuccio. Oui, avec seulement $8 000 sur un coin de table dans son appartement de Chicago. Et le scandale intervient dès la première couverture. Des photos de Marilyn Monroe dénudée, désormais mythique. Le numéro se vend à 50 000 exemplaires. Sharon Stone, Madonna, Naomi Campbell, toutes ont posé pour le magazine au célèbre lapin blanc. En 71, le prophète de l'hédonisme pop, provocateur à souhait, achète le manoir Playboy. Il y donnera les soirées les plus extravagantes d'Hollywood, entouré de jeunes blondes à forte poitrine. Sa définition de l'obscène, il la livre à 84 ans à CNN. Écoutez. Le racisme, la guerre, l'intolérance, mais le sexe en soi, non. Le monde serait si triste si nous n'étions pas des êtres sexuels. Ça fait partie de nous. Ce coureur de jupons invétéré se marie dans les années 80, devient père de 2 enfants. Divorcé, il reforme ensuite un couple avec l'une de ses playmates de 60 ans, sa cadette. L'an dernier, son nom apparaît dans l'affaire Bill Cosby, l'acteur américain accusé de multiples agressions sexuelles. L'une de ses anciennes petites amies l'accuse d'avoir été complice de Bill Cosby dans le manoir Playboy. Aude Vernuccio. Et puis du football, la victoire du PSG 3-0 contre le Bayern Munich hier soir en Ligue des Champions. Ce n'est qu'un début, prévient Kylian Mbappé, auteur d'un match bluffant. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.